En lisant votre livre Les règles de l'art, j'étais très frappé par de l'importance que vous attachez à la figure de l'écrivain Émile Zola. Alors, d'où vient cette réhabilitation? En fait, Zola est en un sens l'inventeur de l'intellectuel moderne. On peut lui trouver des prédécesseurs chez Voltaire, chez les philosophes des Lumières, Diderot, etc. Mais il est vrai qu'il a été le premier à intervenir dans le champ politique avec des exigences d'écrivain. Et il a été le premier, au fond, à essayer d'imposer, avec son autorité d'écrivain, les valeurs du monde des écrivains, les valeurs de pureté, de désintéressement, d'humanisme. Et il a transgressé les règles fondamentales de la vie politique. Enfin, il a, par exemple, fait passer les valeurs universelles de justice avant les valeurs particularistes de patriotisme. Et en ce sens, il a été le fondateur d'une sorte d'internationalisme intellectuel. Bon, après lui, Sartre a fait des choses tout à fait analogues lorsqu'il a dénoncé la torture en Algérie par une sorte de crime de trahison. Oui, oui. Voilà. Donc cette sorte d'acte est très important, je pense. Enfin, c'est le commencement de quelque chose de très important. Oui. Malgré votre position critique sur les intellectuels, vous pensez aussi que les intellectuels pourraient, dans certaines conditions, un rôle positif dans la société. Et effectivement, comme nous avons déjà évoqué l'année dernière, hier, vous avez organisé un mouvement en faveur des intellectuels algériens en difficulté. Et également l'année dernière, vous avez lancé un mouvement du Parlement international des écrivains. Mais je pense que malgré cela, ce n'est pas seulement à partir de l'année dernière que vous êtes intervenu dans le monde extérieur à l'université. Par exemple, il y a ce mouvement de solidarité pour la Pologne que vous avez organisé il y a déjà plus de 10 ans avec Michel Foucault. Michel Foucault, oui. J'avais demandé à un éditeur français de réunir un certain nombre d'intellectuels. Il y avait Michel Foucault, il y avait Alain Robbe-Grillet, il y avait Gilles Deleuze. Nous avons fait un texte que j'ai écrit avec Michel Foucault un lundi matin, et le mercredi, il a été lu à la radio et à la télévision par Yves Montand. Je pense que, sans nous attribuer une efficacité historique démesurée, nous avons contribué à un tout petit peu à la destruction du régime soviétique. Oui. Je crois qu'il est très important de commencer à dire maintenant et même de crier que ce n'est pas un prix que l'Europe peut payer. Car il ne s'agit pas simplement d'un éditeur qu'on assassine par-ci par-là, c'est toute l'idée de l'Europe qui est assassinée. Si l'on permet aux terroristes de passer librement à travers l'Europe pour commettre leurs méfaits, je pense que c'est important de savoir que ce qui est visé, peut-être tout à l'heure j'ai donné une explication trop intellectualiste, mais enfin, il est certain que ce qui est visé dans Salman Rushdie, ce sont des valeurs intellectuelles. Et que les gens qui opposent à Salman Rushdie des valeurs religieuses, un sacré, attendent à un autre sacré. Et bon, sans faire de la grandiloquence, bon, il y a derrière Salman Rushdie, il n'y a pas simplement, il y a plusieurs siècles, enfin, de lutte intellectuelle, bon, qui ont rendu possible une œuvre de liberté intellectuelle comme la sienne. Donc, et il y a des valeurs extrêmement importantes. Nous avons des choses à opposer aux ayatollahs.
Et j'avais lancé le mot de parlement. J'avais dit qu'il faudrait constituer un parlement, c'est-à-dire un endroit où les écrivains parleraient entre eux et parleraient avec une certaine autorité collective, une espèce d'autorité même législative, pour avoir une influence dans les domaines qui les concernent. Les problèmes de censure, par exemple, dont beaucoup d'écrivains dans le monde sont victimes, y compris dans les pays les plus développés. Enfin, il y a des choses qui ne peuvent pas s'écrire, les jeunes écrivains ne peuvent pas publier certaines choses, etc. etc. Bon, les problèmes de langue minoritaire, de culture minoritaire, etc., toutes ces choses-là, il faut les discuter pour essayer de trouver des moyens d'action. Bon, par exemple, alors nous allons faire en octobre prochain à Berlin une réunion où on parlera de l'oppression des intellectuels en Angola, à Timor, en Algérie, en Turquie, bon, et il y aura des écrivains allemands, français, algériens, etc. Voilà. Et ça sera une grande réunion bon, avec des buts pratiques, pas simplement pour dire « Ah, c'est triste ce qui se passe en Angola », pour essayer d'agir sur les gouvernements, pour essayer de faire publier. Alors ça, voilà des actions simples, de faire pression sur les éditeurs pour qu'ils publient des bons écrivains de ces pays qui ne sont pas publiés. Voilà. Le titre de l'appel pour le Parlement international des écrivains était le cri du monde. Ce mouvement est un cri de protestation contre la situation des écrivains et des intellectuels qui sont menacés non seulement dans leur liberté de création et d'expression, mais dans leur existence même. Et comment reliez-vous cette initiative avec votre livre « La misère du monde » qui parle des souffrances du petit peuple de France? Oui, en fait, je pense que ce Parlement international ne doit pas parler uniquement de problèmes intellectuels. Il faut à la fois qu'il affirme son autonomie. Par exemple, le texte qu'a écrit Salman Rushdie, qui est le président de ce Parlement, il a écrit un texte qui doit servir de charte au mouvement, et ce texte a pour thème l'indépendance à l'égard des pouvoirs, et de la discussion que nous avions eue à Strasbourg, le premier principe qui se dégageait, c'était autonomie. Autonomie à l'égard de la politique, autonomie à l'égard des affaires, en particulier du mécénat, etc., autonomie à l'égard du journalisme, à l'égard, disons, de tous les pouvoirs. Alors, autonomie, ça ne veut pas dire autarcie, ça ne veut pas dire enfermement des intellectuels sur eux-mêmes. Et c'est encore le modèle de Zola, c'est être indépendant pour intervenir dans le monde et pour dire un peu ce que vous appelez le cri du monde. Bon, alors moi, évidemment, en tant que sociologue, je fais ça tout le temps, c'est-à-dire mon travail, comme celui de tous les sociologues, c'est d'essayer de connaître le monde tel qu'il est, d'en dégager des lois, des mécanismes, etc., et d'exprimer. Bon, la misère du monde, je le dis, c'est un travail d'écrivain public qui porte, rend public, publie le cri de souffrance des gens. Bon, alors qu'il s'agisse de souffrances liées à la guerre, comme la Yougoslavie, ou de souffrances liées à l'oppression, à la censure, au terrorisme, comme en Algérie, ou de souffrances liées, je sais pas, à l'exploitation, etc. Bon, ça, je pense que ça sera une des fonctions. Autrefois, il y avait les exclus et les inclus, et puis maintenant, il y a des inclus qui, en fait, sont exclus, qui savent qu'ils n'obtiendront rien. Bon, et les manifestations récentes, c'est ça, c'est les manifestations de ces gens qui, dès la quatrième, dès l'âge de 14 à 16 ans, savent qu'ils n'obtiendront pas les positions élevées, et même, alors avec le chômage actuellement, qu'ils n'obtiendront pas les positions tout court. Bon. Alors ça, je pense que c'est un processus qui existe partout. Il y a donc une souffrance qui est liée au système scolaire et qui s'exprime dans ces manifestations. Oui, et je comprends bien que ces problèmes sont communs au Japon aussi, mais seulement la réaction des gens est un petit peu incompréhensible pour les Japonais. Et quand on a vu cette violence des manifestations des agriculteurs, des pêcheurs et tout récemment des étudiants, parce que les Japonais penseraient peut-être que oui, nous avons des difficultés, mais peut-être quand on pense à la difficulté que connaît maintenant notre pays, il faudrait même
ne pas pousser trop, n'est-ce pas, à l'extrême notre revendication. Mais par exemple, moi je pense, j'ai lu beaucoup d'articles sur le système d'éducation japonais, il y a des formes de délinquance scolaire. Il y a actuellement de la délinquance à l'intérieur du système scolaire, très 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 violente. Bon, c'est aussi une manière d'exprimer cette révolte, cette violence, etc. Cette espèce c'est une forme de guerre civile, je ne sais pas comment dire, bon, alors, qui exprime autrement. Je pense que pour des raisons historiques, enfin, bon, les différences entre les pays sont historiques. Il ne faut pas chercher ailleurs. Ce qui est certain, c'est que la sociologie, à travers notre travail, le travail de mon équipe, enfin, a rendu visibles des mécanismes invisibles, à savoir le fait que le système scolaire, qui était décrit dans ma jeunesse comme libérateur, il y avait tout un mouvement qui s'appelait l'école libératrice, il y avait des journaux qui s'appelaient comme ça, etc. L'école qui est perçue comme libératrice, ce qu'elle est sous un certain rapport, était en même temps une école conservatrice qui contribuait de manière très puissante à reproduire les inégalités sociales. Parce que bon, les enfants héritent de leur milieu à des degrés inégaux un capital culturel, un certain langage, des expériences culturelles, la familiarité avec les musées, avec les livres, etc. etc. Bon, tout un ensemble de choses qui sont des facteurs de réussite. Bon, et lorsqu'on étudie statistiquement, au Japon, partout, enfin, on voit qu'il y a une corrélation très puissante entre l'origine sociale, analysée finement, pas grossièrement, analysée finement, et la réussite scolaire. Bon. Alors, cette découverte, enfin, au sens de rendre découvert ce qui était couvert, bon, cette découverte est dérangeante, bon, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui vivent sur l'illusion de l'école libératrice, tout le mouvement révolutionnaire, bon, dont participaient beaucoup de professeurs, d'instituteurs, etc., vivaient sur l'idée que c'est l'école qui était émancipatrice, etc. Ce qu'elle est, je répète, elle apporte la science, elle apporte l'universel, etc., mais elle l'apporte de manière qui n'est pas universelle. Bon, alors, ce que l'école a... Enfin, ce que l'école et les intellectuels, c'est au fond ça le principe de mon action, qui n'implique aucune contradiction, c'est qu'il faut défendre l'universel, c'est très bien, mais il faut aussi défendre les conditions d'accès à l'universel. Et il faut universaliser les conditions d'accès à l'universel. Actuellement, les conditions d'accès à l'universel sont encore très particulières. Elles sont dans l'ordre du privilège. Il y a des privilégiés de l'universel. Et les intellectuels sont des privilégiés de l'universel. Bon, ils ont presque le monopole de l'universel. Bon, le monopole du droit, de la science, même les religions universelles. Bon, donc, voilà, il faudrait faire en sorte... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, universaliser les conditions d'accès à l'universel? Ça veut dire donner à tout le monde les moyens de lire, de voir à la télévision des émissions éducatives et de les comprendre, et d'avoir envie de les voir, etc. etc. Alors ça, c'est pas inné, ça ne peut être que acquis. On dit souvent au Japon que la société française reste toujours la société des classes, donc le système scolaire est très très sélectif et élitiste. Par exemple, et puis on parle souvent de l'école polytechnique, de l'école normale supérieure, etc. Alors qu'au Japon, le système est beaucoup plus démocratique par rapport à la France. Bon, je pense que cette illusion démocratique, il faudrait l'étudier. Elle est très 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 répandue. Moi, je pense qu'elle tient en grande partie au fait qu'il n'y a pas eu de sociologue démocrate pour étudier la vérité non démocratique des systèmes qui se croient démocratiques. Voilà. Et dès que ça apparaît, le cas des États-Unis est très typique. Dès que ces sociologues apparaissent, bon, alors voilà. Mais il est, bon, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des différences. Il y a vraisemblablement des différences très difficiles à mesurer. Mais je pense que la différence est beaucoup moins grande entre le Japon et la France que vous ne le dites. Actuellement, aux États-Unis, il y a des gens qui ont commencé à étudier, bon, avec mes méthodes, manières de faire, etc. Et on découvre que le système américain est encore plus élitiste que le système français, parce qu'il y a le capital économique et le capital culturel. C'est-à-dire, en France, du fait que les études sont relativement gratuites, elles ne sont pas gratuites pour moitié ou pour les 2 tiers, pendant toute ma vie. Quoi. Bon,
cela dit, aux États-Unis, non seulement elles ne sont pas aidées, mais elles sont payantes et extrêmement chères. Donc il y a les facteurs économiques plus les facteurs culturels, exactement comme en France. Bon, ce qui fait que les très grandes universités de l'Ivy League, Princeton, Yale, etc., Harvard, etc., ont une structure sociale encore plus élitiste que les écoles françaises. Bon, et ce que nous savons de Todai, d'après les statistiques que nous avons, c'est tout à fait élitiste. Oui, et quand on dit les intellectuels en français, on voit de qui parle-t-on. Alors qu'au Japon, le mot intellectuel n'a plus de sens en général. Parce que, c'est-à-dire que il y a tellement d'étudiants dans les universités, il y a tellement de diplômés d'université, on ne voit plus qui sont les intellectuels, qui sont les autres. Et ensuite, quand on dit les intellectuels, on pense surtout aux gens qui travaillent dans l'import-export, qui importent les résultats des recherches menées à l'étranger, c'est-à-dire en Occident. Ça, c'est surtout dans le domaine des sciences humaines et sociales. Peut-être que c'est différent dans le domaine des sciences naturelles. Peut-être dans ce cas-là, on est un peu plus producteur, créatif, mais dans le domaine des sciences naturelles et humaines, nous sommes considérés plutôt comme importateurs des produits étrangers. Non, je pense que il y a un ensemble de problèmes très compliqués que je ne suis pas capable de résoudre en quelques minutes. Mais il y a le premier problème qui est celui de la perte de distinction, finalement. Et ça, je crois que c'est un phénomène très général. Je pense que les producteurs culturels spécialisés, et ça reste une spécialité quand même, ceux qui ont pour fonction de produire du discours à propos du monde social ou de l'analyse, etc., les producteurs spécialisés sont de plus en plus concurrencés par d'autres professions. Et il y a de plus en plus de métiers qui ont une connaissance quasi savante de leur propre métier. Bon, ça, c'est un premier problème qui est très important et qui change complètement la vision que les intellectuels... Et je pense que l'apparition, à mes yeux, d'intellectuels irresponsables, en gros, ce qui se réclame du postmodernisme, des gens qui disent, en gros, qu'il faut dire n'importe quoi, ou qu'on peut dire n'importe quoi, est une façon de faire de nécessité vertu. C'est-à-dire... c'est le fait d'intellectuels qui se découvrent comme exclus finalement du monde économique, du monde réel, et qui font des discours sur le désir, sur les fondements des totalités, l'impossibilité de tenir un discours. Ça, c'est une première chose. Le deuxième problème, qui est celui du rapport à l'international. J'ai une position non pas hors du monde social, mais qui a une autonomie par rapport au monde social, et qui doit cette autonomie en partie au fait qu'elle est appuyée internationalement. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde entier des gens qui ont la même fonction, et qui, tout en restant soumis à des contraintes nationales, parfois nationalistes, je pense qu'une part énorme de ce qui s'écrit en sciences sociales est habité par du nationalisme, quand ce n'est pas de l'impérialisme. Même dans ces conditions, ces gens-là sont obligés d'entendre des discours internationaux. Moi, quand je parle à Paris, il y a des gens à New York, à Chicago, à Palo Alto, à San Diego, qui vont m'entendre et qui vont se servir de ce que je dis pour critiquer des gens qui là-bas disent des choses locales. Bon, alors cet internationalisme pratique de la vie scientifique est quelque chose de très 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 important. Donc quand on vous dit les seuls intellectuels véritables sont ceux qui importent des idées étrangères, c'est injuste, enfin c'est vrai, mais je dirais il n'y a pas de mal à ça. Oui. Et puis, ça me réconforte un petit peu, n'est-ce pas, ce que vous avez dit sur le rôle que peuvent jouer les intellectuels. Mais son problème, ça, pour les intellectuels, c'est la dépendance de plus en plus grande, servile,
par rapport aux moyens de communication de masse. Oui, alors ça c'est un très gros problème. Je pense que c'était un troisième facteur pour répondre à votre première question. Oui. Pour accéder au public, il faut passer par les journaux et par les médias. Bon, et les médias ont une logique à eux qui est presque toujours antinomique à la logique de la production scientifique, et littéraire ou artistique. Ils imposent des contraintes extérieures. Alors, je prends un exemple. Vous passez à la télévision. Je me rappelle la première fois que je suis passé à l'émission de Pivot, j'étais avec Fernand Braudel. Bon, le Pivot nous a dit, vous savez, vous n'êtes pas à l'école des études, vous parlez pour 5 millions de téléspectateurs. Alors, soyez simple. Bon, hein, c'est ce que nous disons. Alors, on caractérise les intellectuels. Pour les gens des médias, il y a deux catégories. C'est passe bien à la télévision et ne passe pas bien. Alors, 9 fois sur 10, ceux qui passent bien sont ceux qui n'ont rien à dire. Voilà. Quand vous n'avez rien à dire, vous le dites très simplement, très vite. Dès que vous avez quelque chose, un message un petit peu compliqué, ça passe mal. Ça passe mal parce qu'il faut du temps. Alors, un des problèmes, c'est le temps. Les gens de télévision, même quand ils ont le temps, ne vous laissent pas le temps. Le jour où j'ai eu la médaille d'or au CNRS, on voulait que j'aille parler sur la crise en 2 minutes. Ah oui. 2 minutes. Hein, quelque chose qui demanderait 2 ans. Hein. Alors les médias donc, imposent des contraintes. Alors il y a ça, mais il y a aussi d'autres contraintes. Il y a la contrainte de l'audimat. Alors en France, c'est devenu la tyrannie absolue. Si votre émission n'a pas 2 millions d'auditeurs, très rapidement, on la fait disparaître. Alors ce qui est grave, c'est que la télévision est dominée par l'audimat, mais elle domine elle-même les autres moyens d'expression. Et actuellement, un journal comme Le Monde, qui a une autonomie relativement grande, fait des pages télévision qui vont en grandissant. Le Nouvel Observateur a maintenant un supplément de télévision qui est aussi gros que le journal. Autrement dit, et la logique de la télévision s'impose à tous les autres médias, et ce qui fait que même des gens qui sont libres de l'audimat obéissent à l'audimat, et peu à peu, toute la vie philosophique, avec les philosophes de médias, toute la vie scientifique, toute la vie politique est dominée par les médias. Bon, voilà. Ce qui ne veut pas dire... Et alors, on fait comme si le jugement du public était un jugement démocratique, comme s'il y avait une équivalence entre le grand nombre et la démocratie. Ça serait long à démontrer, mais c'est complètement faux. On peut produire dans une tour d'ivoire des choses très démocratiques. Et de même, on peut produire pour un grand public des choses très réactionnaires. Et je dirais même que la télévision produit sans arrêt du conservateur, des banalités. La banalité est conservatrice, la platitude est conservatrice, le sens commun, le lieu commun est conservateur. Or, qu'est-ce que c'est que la télévision? Ce sont des gens qui vous disent des lieux communs sur les problèmes les plus graves. Mais est-ce que ça veut dire que, comme producteur de savoir scientifique, il faut refuser tout rapport avec le média? Non, c'est pas ça, parce que vous acceptez de temps en temps de parler devant le micro, devant la caméra, et puis vous acceptez des interviews, n'est-ce pas? Oui, alors le problème c'est ça. Comment faire face à cette ambiguïté des médias? Oui, moi je pense qu'il faut s'organiser. C'est une des raisons pour lesquelles il faut que les producteurs culturels s'organisent, pour qu'ils soient dans un rapport de force moins défavorable. Les médias, c'est normal, ils ont leur logique, ils veulent de l'audience. Bon, alors ils vont prendre les intellectuels qui acceptent. Moi je passe mes journées à refuser, parce que je veux continuer à travailler. Et si je passais mon temps avec les médias, je n'écrirais plus rien. Donc la logique du marché, qui s'impose aux médias, en s'imposant à la production artistique, etc., va détruire cette production. Donc il faut la défendre. Et la défendre, c'est pas simplement défendre les intérêts des intellectuels, c'est défendre les intérêts de tout le monde, parce que je pense que tout le monde a intérêt à la vérité. Alors ça, je crois, sauf peut-être dans certains cas, les dominants, qui aiment mieux que la vérité reste cachée, parce qu'elle serait nuisible. Mais je pense que la vérité doit être produite et elle doit être transmise. Et pour ça, il faut lutter. Il faut lutter collectivement. Il faut que les producteurs luttent collectivement pour garder le contrôle de leurs moyens de diffusion.
Et je pense alors qu'il y a, il ne faudrait pas que ce que je dis soit compris comme attaque contre les journalistes. Il y a dans le milieu journalistique des gens qui se battent dans le même sens, mais qui sont eux-mêmes souvent dominés dans les médias. Ce sont souvent les jeunes et les femmes journalistes. C'est vrai. Les gens sont souvent isolés, dominés. Et je pense que la seule manière, c'est que les gens s'organisent. Oui. S'organisent. Oui. Alors, dans le monde du journalisme, il y a de plus en plus de femmes, n'est-ce pas? Alors, au Japon aussi, mais beaucoup plus en France. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, leur assigner un rôle spécifique aux femmes journalistes ou aux femmes en général dans l'évolution? À partir d'enquêtes, d'analyses statistiques, d'observations, de mes travaux sur la Kabylie, enfin d'un tas de choses. Et donc, une des choses qui ont été remarquées, c'est que les femmes qui accèdent à des positions de pouvoir sont souvent dans les positions de pouvoir du côté de la production symbolique, du côté des médias, de la littérature, de l'édition, etc. Elles sont, autrement dit, il arrive qu'elles soient dominantes, mais dans des positions dominées, parce que les productions symboliques sont toujours dominées par rapport aux productions économiques. Bon, voilà. Alors, cela dit, les femmes peuvent être, je pense, un facteur de liberté. Je pense que c'est un facteur de liberté, de critique, dans la mesure où, pour une part, elles sont moins prises par les jeux de pouvoir, et bon, ça serait long à démontrer, et aussi dans la mesure où, ayant des positions dominées, elles ont plus de liberté critique. Enfin, il faudrait analyser ça beaucoup plus en détail. On est souvent déconcerté par la diversité des objets, des recherches que vous avez menées jusqu'ici. Et chacun a sa propre représentation de votre œuvre. Et certains au Japon, surtout les sociologues, se plaignent qu'on vous présente comme un des plus grands penseurs contemporains français, alors que vous êtes essentiellement sociologue. Mais justement, vous êtes inclassable et il est impossible de vous enfermer dans la seule discipline de sociologie. Je pense donc qu'il vaut mieux parler, à propos de votre œuvre, d'anthropologie et transdisciplinaire ou d'anthropologie générale. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est encore un grand problème, mais moi je vais essayer de répondre brièvement. Je pense que la représentation que l'on a de la sociologie est souvent en retard par rapport à la réalité. Et on fait encore l'opposition entre philosophie, sociologie, philosophie, sciences sociales. Bon, et effectivement, j'aime mieux la notion d'anthropologie parce qu'elle englobe toutes les disciplines de sciences sociales, aussi bien l'ethnologie que l'histoire, etc. Bon, ça c'est déjà, me semble-t-il, un progrès, parce que je crois que les sciences sociales se sont spécialisées trop tôt. Elles sont non seulement spécialisées en ethnologie, histoire, etc., mais même en histoire de l'éducation, sociologie de l'éducation, etc. Bon, elles sont spécialisées trop tôt, avant d'avoir construit globalement leur objet. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on reste enfermé dans l'opposition entre scientisme, science identifiée à scientisme, et philosophie identifiée à réflexion libre à propos de la science ou à propos du monde en général. Bon. En réalité, je pense que mon effort à moi, c'est de faire une science non scientiste, c'est-à-dire une science qui implique une critique de la science. Bon, c'est-à-dire une science qui, par définition, est critique. Alors ça je crois, c'est une chose aussi qu'on ne comprend pas. On dit, si c'est critique, c'est que ce n'est pas scientifique. Sans voir que la science est automatiquement critique. Elle est automatiquement... Bon, alors comme c'est une longue démonstration, je cite souvent la phrase de Bachelard, Gaston Bachelard, qui dit « Il n'y a de science que du cachet ». Et il veut dire par là que la science de la nature commence toujours par une phase critique. Elle détruit les lieux communs, les idées reçues, le sens commun, les évidences. C'est une autre phrase de Bachelard, c'est un très joli jeu de mots. Il dit les vérités premières sont des erreurs premières, c'est-à-dire les évidences sont presque toujours fausses. Bon, et ces évidences cachent la vérité du monde social. Donc, par le simple fait de faire le travail scientifique, c'est-à-dire de détruire les évidences, de détruire les problèmes communs, par exemple les problèmes que posent les journalistes. Je ne peux pas répondre à un journaliste, je lui dis non, je vais reposer la question.
question, par le fait donc de construire des objets autrement que la réflexion commune. Bon, on est critique, forcément. Bon. Mais ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que cette science critique doit être critique d'elle-même. Et je pense que ça, c'est ce principe de réflexivité que je m'efforce de mettre en pratique, enfin, homo economicus, homo academicus, c'est une étude sur le monde économique, mais sur le monde universitaire, mais c'est une étude sur moi-même. Autrement dit, il y a un double objet, il y a un objet apparent. Bourdieu fait une étude sur l'université française en 1967, bon, et il y a un objet réel, c'est Bourdieu étudie ce que c'est que de faire une étude. Il étudie les conditions sociales dans lesquelles travaillent tous ces gens qui vous disent, les historiens, ils vous disent ce qui se passait à Byzance, ils vous disent, les géographes vous disent ce qui se passe au Japon, etc. Tous ces gens, il faut les étudier pour comprendre les limites. Alors ça, c'est la vieille vocation kantienne. Kant disait, ou Descartes, Descartes disait « ingeni limites définire », définir les limites de l'entendement. Kant disait ça autrement, connaître de manière critique les limites de la pensée. Bon, moi, je pense que le premier travail d'une sociologie critique, d'une anthropologie critique, c'est d'appliquer ses propres méthodes à elle-même. Et de manière à savoir ses limites. Je pense que ces deux principes que vous avez évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire réflexivité et critique, ne sont pas seulement les principes que les sociologues doivent respecter. C'est valable, ces deux principes sont valables pour tous ceux qui travaillent dans le monde culturel, dans le monde de la production symbolique. Absolument. Mais ça ne veut pas dire non plus que la critique ne veut pas non plus le nihilisme. Non. Alors ça, je crois que c'est très important. Ce que vous venez de dire est très important. Je pense que la réflexivité est pratiquée aujourd'hui en sciences sociales. Il y a des gens aux États-Unis, souvent on les appelle postmodernes. Ces gens font une espèce ils appellent réflexivité le fait de se pencher de manière un peu narcissique sur soi-même, sa propre pratique scientifique, etc. Bon. Mais c'est une réflexivité qui est à elle-même sa fin. C'est-à-dire, la réflexivité que je la conçois, c'est une réflexivité tourner vers l'objet. C'est-à-dire, je veux connaître les limites de ma connaissance, je veux connaître mes instruments de connaissance pour mieux connaître, pas du tout pour annuler la science. Bon, alors, je pense que contrairement par exemple, prenons un exemple, la sociologie de la science. Bon, j'ai fait un travail sur la sociologie de la science. Je n'étais pas le premier, hein. Il y a de grandes traditions très importantes, mais j'ai apporté une chose qui consistait à dire l'univers scientifique est un champ, comme le champ littéraire, etc., c'est-à-dire un univers à l'intérieur duquel les gens luttent, ont des concurrences, ont des stratégies, etc. Alors, ils luttent pour la vérité, mais les luttes pour la vérité sont aussi des luttes politiques pour le pouvoir, pour être meilleur, pour être le premier, pour avoir le prix Nobel, etc. Bon. Donc, il y a des enjeux sociaux, des luttes scientifiques. Bon. Alors, on peut en conclure, comme font certains, nihilistes, postmodernes, etc., il n'y a pas de science. Tout est relatif, puisque finalement les luttes scientifiques sont des luttes sociales comme les autres. Pas du tout. Je pense que ce sont des luttes sociales d'un type tout à fait particulier, qui sont soumises à des règles très particulières. Si vous êtes dans un champ mathématique, en biologie, bon, l'histoire, le fameux livre de Watson sur la double hélice, etc., bon, il raconte des histoires affreuses, on vole les vérités, il y a les plagiats, les savants se font des tas de mauvais coups. Bon. Simplement, ils sont dans un jeu où, pour triompher, il faut avoir des raisons, il faut avoir des arguments. Pour tuer son rival mathématicien, il faut faire un théorème. On ne peut pas le tuer d'un coup d'épée. Ou alors, bon, c'est pas un meurtre mathématique. Voilà. Et en sociologie, c'est pareil. Pour triompher vraiment d'un adversaire, il faut le réfuter. Aujourd'hui, nous avons parlé longuement des problèmes difficiles tels que le mouvement des intellectuels, et puis les problèmes de l'éducation, de l'enseignement, et puis ceux des médias. Et vous avez aussi évoqué votre théorie sociale fondée sur la réflexivité et la critique. Alors, comment envisagez-vous, avec tout ce que vous avez dit jusqu'ici, et ce que vous allez faire dans l'avenir? Je pense qu'il y a actuellement une sorte de pessimisme
sur beaucoup de choses, sur la science, sur les sciences sociales, sur au fond les grands projets collectifs. Bon, et ce pessimisme, moi, me convient très bien. C'est-à-dire que je crois que la fin, ce qu'on appelle la fin des idéologies, qu'on annonce depuis les années 60, et que maintenant on évoque avec plus de certitude depuis l'effondrement des régimes de type soviétique, etc. Je pense que tout ça, au fond, pour moi, ce sont de bonnes nouvelles, parce que je pense un des obstacles à une maîtrise de la société par elle-même, bon, ce qui est quand même un des buts de la sociologie. Un des obstacles majeurs, c'était les illusions que les intellectuels, les penseurs, etc., développaient à propos du monde social. Oui, oui. Il y avait tout un travail collectif des intellectuels qui contribuait à donner une image enchantée, même si cette image était très pessimiste. Oui. Je pense par exemple le marxisme faisait partie de ces sortes de grandes incantations un peu délirantes. Bon. Alors, la fin des illusions, oui, oui. Bon, est peut-être favorable au développement d'un nouveau type d'action. Ah, oui. Voilà. Maintenant, comment faire concrètement? Alors évidemment, bon, nous allons continuer à travailler. Bon, la collectivité scientifique va trouver des lois, va trouver des connaissances, elle va découvrir de nouvelles choses. Mais je pense que ça ne suffit pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde, idéalement, mais au moins les professions à haut capital culturel, comme les journalistes, les savants, les chercheurs, etc., travaillent à se connaître eux-mêmes. Bon, et alors, par exemple, j'ai essayé de créer en France, ça fait partie de mes utopies, mais très pratique, un groupe de travail avec des chercheurs et des journalistes, bon, dans lesquels les chercheurs et les journalistes travaillent ensemble à connaître le monde du journalisme. Et je pense que il est possible aujourd'hui, la science sociale a fait d'énormes progrès, il est possible aujourd'hui que les architectes, que les chercheurs, etc., bon, au lieu d'être manipulés par des mécanismes, les chercheurs c'est particulièrement grave, parce que la recherche génétique, la recherche atomique, il y a des processus très dangereux qui peuvent nous mettre tous devant des catastrophes. Bon. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, si ces groupes savants, au lieu de transporter leurs problèmes sur le terrain de la politique, s'ils s'organisaient pour réfléchir collectivement, bon, en dehors des syndicats, bon c'est très utile les syndicats, en dehors des partis, c'est très utile, mais bon, de réfléchir dans des associations, des clubs, des groupes de réflexion, qui auraient pour but de changer la connaissance, bon, et du même coup de changer ces groupes. Alors je pense évidemment, les groupes privilégiés pourraient commencer, voilà, c'est-à-dire bizarrement, c'est une révolution qui commencerait par le haut. Les groupes privilégiés pourraient commencer comment dire, en profitant de leurs privilèges, de leur capital culturel, de leur liberté relative. Bon, en fait, ces professions, elles manquent de temps, c'est le principal obstacle pratique. C'est très difficile de réunir les gens, parce qu'ils n'ont pas de temps. Mais bon, peu à peu, s'ils comprenaient qu'ils ont intérêt à ça, peut-être que un nouveau type de mouvement politique, ce serait de la politique, mais d'un type tout à fait nouveau pourrait apparaître.